Un bal sous la lune, une vieille demeure, et un silence trop lourd pour être innocent. Ce soir, chaque pas sur le parquet résonne comme un souvenir. Chaque regard cache peut-être un secret. Une vérité oubliée s'apprête à refaire surface, guidée par l'intuition infaillible d'un esprit hors du commun. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Je me souviens parfaitement du moment où la lettre arriva. C'était un matin brumeux de février, alors que nous prenions le thé dans le petit salon de notre appartement londonien. Hercule Poirot, impeccablement vêtu comme toujours, s'appliquait à ajuster la position d'un coussin, dont l'angle l'offensait visiblement, tandis que je feuilletais distraitement le Times. C'est alors que Madame Hudson frappa discrètement à la porte et entra avec une enveloppe d'un ivoire mat, scellée d'un monogramme ancien. « Pour vous, Monsieur Poirot, » dit-elle en s'effaçant. Mon ami prit la lettre du bout des doigts, en examina la texture, la découpe et l'arôme discret. Papier de Fabriano, italienne, scellé à la cire. « Cela promet une missive de qualité, mon cher Hastings, » murmura-t-il avec un demi-sourire. Il l'ouvrit avec soin, et son regard, en parcourant les lignes, se fit à la fois plus vif et plus réservé. « Voilà qui est intéressant, » dit-il enfin, repliant le feuillet avec une lenteur toute méditative. « Une affaire, demandai-je aussitôt. « Une invitation, répondit-il, mais non dénuée d'arrière-pensée. Il s'agit d'un bal, un événement mondain organisé dans le Calvados par la famille Vaillancourt, à leur manoir du bord de mer. L'événement est intitulé « Le bal, au clair de lune ». « Un bal » dis-je, interloqué. « Et vous comptez y aller ?» Il hocha la tête, son regard s'assombrissant légèrement. « On me sollicite non seulement pour y danser, mon ami, mais surtout pour y découvrir quelque chose qui ne peut être écrit. C'est toujours dans ces silences que résident les véritables mystères. » Poirot resta pensif un long moment, après avoir rangé la lettre dans l'un des tiroirs de son secrétaire. Je l'observais avec curiosité, car je savais que ce silence prolongé chez lui était toujours le prélude d'une décision irrévocable. « Hastings, » dit-il soudain, « cette invitation n'a rien d'innocent. Vous croyez qu'il s'agit d'un piège ?» Il secoua la tête. « Pas un piège, non. Une supplique codée. Écoutez cette phrase. Votre présence apporterait lumière à une nuit que l'on veut brillante, mais qui menace de basculer. Quelle dame de la haute société userait d'un tel langage pour inviter un détective? Non, non. Lady Vaillancourt ne souhaite pas un convive. Elle souhaite une présence qui observe. Je demeurai pensif à mon tour. Et vous comptez répondre favorablement? Bien entendu, dit-il. Le crime, Hastings, est comme la marée. Il avance quand tout semble calme. Et moi, je ne résiste jamais à la mer. Quelques jours plus tard, nous descendîmes du train à Caen, où un élégant chauffeur en livrée noire nous attendait, avec une pancarte marquée « Monsieur Poirot ». Le trajet vers le manoir Vaillancourt se fit à travers une campagne normande battue par un vent salé. Le ciel était dégagé, et déjà, l'horizon laissait deviner la mer. Lorsque nous franchîmes les grilles de la propriété, je ne pus m'empêcher de m'exclamer « Eh bien, Poirot, voici un décor digne d'un roman gothique. » Le manoir s'élevait au sommet d'un promontoire, massif et élégant, surplombant les falaises. Les pierres blondes prenaient une teinte dorée sous le soleil couchant. Lady Vaillancourt nous accueillit, elle-même dans le hall d'entrée. Grande, digne, encore belle malgré l'âge, elle portait une robe de velours prune et une broche en forme de lune. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, c'est un honneur. »
Elle nous guida à travers un vestibule orné de portraits anciens, jusqu'à un petit salon baigné de lumière. Je suis heureuse que vous ayez accepté si rapidement. Je vous en dirai plus. Après le bal. Pour l'heure, profitez de notre hospitalité. Je crus apercevoir, dans son regard pourtant maîtrisé, une ombre fugitive, comme si, derrière l'élégance, se cachait une peur soigneusement dissimulée. La chambre que l'on nous attribua donnait sur la mer. En contrebas, les vagues venaient lécher les rochers, avec une régularité presque musicale. Le manoir, en dépit de son confort évident, exhalait une étrange sensation de retenue, comme si chaque pièce se gardait bien de révéler son histoire. Poirot s'était assis dans un fauteuil, les doigts croisés sur son gilet crème, les yeux fermés, mais je savais qu'il écoutait chaque bruit, chaque grincement, chaque murmure de cette demeure. « Que pensez-vous de notre hôtesse » demandai-je. Il rouvrit les yeux. « Elle est digne, mais inquiète, très inquiète. Ce genre de peur, mon ami, ne vient pas de l'extérieur, mais du dedans. » Je frissonnai, sans savoir pourquoi. Un peu plus tard, en descendant pour le dîner, je remarquai que le personnel de maison semblait également sur le qui-vive. Tout était en place, parfaitement ordonné, et pourtant, une tension légère flottait, invisible, entre les murs, comme si le manoir lui-même retenait son souffle à l'approche d'un événement qu'il redoutait. Après le dîner, servi dans une salle à manger majestueuse aux boiseries anciennes, nous fûmes conviés à rejoindre les autres invités dans le salon principal, où un pianiste égrenait des notes douces. Des verres de champagne circulaient, et les conversations, feutrées, se mêlaient au cliquetis des bijoux. C'est à ce moment-là que Poirot, soudainement immobile, fixa un objet posé sur un petit guéridon près du piano. « Regardez, Hastings, » dit-il à voix basse. Je suivis son regard. Il s'agissait d'un éventail ancien, déployé, dont la nacre délicate reflétait les lumières du lustre. Sur ces fines lamelles, des motifs floraux délicatement peints semblaient danser à la lumière. « Joli, dis-je. Et alors ? Ce n'est pas sa beauté qui m'intrigue, mais sa présence. » Je fronçai les sourcils. Il est posé là, en évidence. Peut-être est-ce un simple accessoire décoratif. Poirot secoua doucement la tête. Non, non, il ne fait pas partie du décor. Il a été placé là, récemment. Il a une signification pour quelqu'un ici, et je parierais mes moustaches que ce n'est pas par hasard qu'il se trouve là ce soir. Un peu plus tard, je notai que plusieurs regards glissaient vers l'objet, parfois avec étonnement, parfois avec gêne. Lady Valencourt, en passant près du piano, évita délibérément de le regarder. « Curieux, murmurai-je. Oui, Hastings, très curieux. Cet éventail n'est pas qu'un accessoire, il est une mémoire, et ce sont les mémoires enfouies, mon ami, qui précèdent toujours les crimes. » Le soir venu, le manoir s'était métamorphosé. Des lanternes suspendues aux branches du grand cèdre jetaient une lumière dorée sur les pelouses, tandis qu'à l'intérieur, les murs résonnaient de musique et de rires filtrés. Les convives, tous parés de masques délicats, se déplacèrent avec une grâce étudiée, comme dans une mise en scène dont chacun connaissait le rôle, sans en avoir lu le texte. Poirot, vêtu d'un costume 3 pièces, aux plis parfaits, portait un masque d'ivoire sobrement orné. Il ne dansait pas, bien sûr. Il observait. Quant à moi, j'avais troqué mon habituel complet militaire contre une tenue de soirée louée à la hâte, et bien que mon masque m'irritât quelque peu, je fis de mon mieux pour ne pas trahir ma gêne. « Ce genre de bal, Hastings, » murmura Poirot, « n'est pas une simple distraction, il est une vitrine. Et ce que l'on expose le plus, souvent, c'est ce que l'on veut le plus dissimuler.
Je fronçai les sourcils. Vous parlez de quoi? D'un mensonge? D'un déséquilibre, répondit-il doucement. Derrière les masques, les regards se croisent et les vérités frémissent. Ce soir, mon ami, les masques tomberont, avec ou sans notre aide. À cet instant précis, le pianiste changea de tonalité et un couple traversa la piste en silence, gracieux, mais à la tension palpable. Les apparences, une fois encore, étaient ainsi parfaites qu'elles devenaient presque suspectes. C'est au détour d'un mouvement de valse que Poirot me désigna, d'un léger mouvement de tête, un duo bien particulier, Élise et Hugo Vaillancourt. Frères et sœurs, certes, mais que de distance entre eux. Leurs pas étaient coordonnés, mais leurs regards ne se croisaient jamais. Elle, vêtue d'une robe émeraude, semblait flotter sur la musique. Lui, raide et fermé, donnait l'impression de se conformer à une obligation, et non d'honorer une fête familiale. Observez bien les mains, Hastings, souffla Poirot. Ils se touchent à peine. Une main peut dire bien des choses lorsqu'elle se refuse à parler. Effectivement, un malaise sourd émanait de ce duo. Leur danse était impeccable, mais glacée. Élise souriait aux autres convives, mais pas à son frère. Hugo, quant à lui, regardait droit devant lui, comme s'il voulait déjà quitter la pièce. « Vous croyez qu'ils se détestent » murmurai-je. « Je crois, » répondit Poirot, « qu'ils ont appris à vivre côte à côte en se taisant. Mais ce soir, Hastings, le silence me paraît instable. Plus tard, lors d'un changement de partenaire, je vis Élise refuser la main tendue d'un jeune homme, préférant s'éloigner vers le buffet. Hugo, lui, s'était isolé près de la verrière, un verre à la main, le regard perdu vers le jardin. Ce fut alors que je sentis, pour la première fois, la tension contenue qui sous-tendait cette soirée. Une tension qui n'avait rien à voir avec la musique, ni les convenances. J'errais, quelque peu désœuvré, entre deux conversations banales sur le champagne et la décoration florale, lorsqu'un homme que je n'avais pas encore remarqué s'approcha de moi avec une politesse distante. Grand, vêtu de noir, son masque révélait un menton volontaire et un regard trop lucide pour se fondre véritablement dans la frivolité ambiante. « Capitaine Hastings, je crois ?» dit-il d'une voix posée. « En effet. Et vous êtes Durand, Henri Durand. » Il ne tendit pas la main. Il observait autour de lui comme s'il se promenait dans un musée de souvenirs désagréables. Ce regard, je l'ai appris auprès de Poirot, n'est jamais innocent. « Vous connaissez la famille Vaillancourt ?» tentai-je. « De loin, et de plus près que certains ne le pensent, » répondit-il après une brève hésitation. « Disons que j'ai longtemps été témoin de leur grandeur et de leurs cicatrices. » Le mot me frappa. « Le bal semble en tout cas réussir, » dis-je, pour changer de sujet. Il eut un sourire sans chaleur. Ce manoir a toujours aimé les apparences. Mais c'est un lieu où l'on enfouit bien des choses, pas seulement sous les tapis. Je n'eus pas le temps de répondre. Déjà il s'éloignait, laissant derrière lui un trouble que je ne m'expliquais pas. Je le vis disparaître dans la foule, comme s'il venait d'accomplir ce qu'il était venu faire, semer le doute. Alors que j'essayais de retrouver Poirot, mon regard fut soudain attiré par un détail curieux. Une femme, masquée et élancée, venait de passer devant moi, et dans sa main gantée, elle tenait un éventail, non pas un éventail ordinaire, mais celui-là même que nous avions vu dans le salon, près du piano. Je le reconnus à ses motifs floraux délicats, peints sur la nacre avec une finesse presque irréelle. Je voulus la suivre, mais la foule s'était resserrée autour de la piste, et elle disparut dans un groupe de convives masqués. Je rejoignis Poirot sans tarder. Elle l'avait dans la main, soufflai-je.
L'éventail. Une femme masquée vient de le prendre. Il haussa un sourcil, visiblement peu surpris. Très bien. C'est donc un objet tactif, pas un simple souvenir. Il circule. Et ceux qui s'en approchent semblent bien en connaître la portée. Que représente-t-il, d'après vous? Peut-être un message, peut-être un rappel. Mais ce que je peux déjà vous dire, Hastings, c'est que ce bal commence à danser au rythme de souvenirs qu'il aurait préféré oublier. La musique avait repris, plus vive, plus entraînante. Les masques brillaient sous les lustres, les pas glissaient avec élégance, et la soirée semblait retrouver son éclat. Pourtant, je sentais en moi un malaise persistant, comme si l'harmonie qui nous entourait n'était qu'un décor de théâtre, derrière lequel se jouait un drame secret. Poirot, toujours immobile près de la verrière, ne quittait pas des yeux le jardin, noyé de ténèbres. Il semblait attendre quelque chose, et ce quelque chose vint, un cri, bref, aigu, étranglé. Le silence tomba comme une lame. La valse s'interrompit. Les musiciens figèrent leurs mains, et les invités tournèrent la tête d'un même mouvement vers les grandes portes-fenêtres ouvertes sur la nuit. Cela venait du jardin, dis-je, déjà en marche. Mais Poirot posa une main sur mon bras. Non, Hastings, pas encore. Écoutez. Et dans ce silence suspendu, on perçut rien. Aucun pas, aucun appel à l'aide. Juste le murmure régulier des vagues et le battement sourd de nos cœurs. Enfin, Lady Valancourt apparut, blanche comme la lune, et déclara « Fermez les portes, que personne ne sorte, faites venir le majordome. » Je vis alors le regard de Poirot se durcir. Il venait d'entrer dans ce qu'il appelait l'état de guerre mentale. Pour lui, le bal venait de se terminer. Ce qui allait suivre, désormais, n'était plus affaire de danse, mais de vérité. Et moi, debout à ses côtés, je sus que la nuit ne finirait pas sans heurte. Le crime avait glissé parmi nous, masqué, silencieux, et maintenant, il nous regardait. Le matin se leva sur le manoir Valancourt, avec une douceur trompeuse. Le ciel était pâle, les feuilles bruissaient sous une brise marine discrète, et dans les cuisines, les premières tasses de thé s'entrechoquaient déjà. Tout semblait reprendre son cours habituel, comme si la nuit n'avait été qu'un songe un peu agité. Mais soudain, un cri fit vibrer les murs, plus rauque que celui de la veille, plus réel aussi. Nous descendîmes en hâte, et à peine franchi le perron, nous trouvâmes un jardinier livide, incapable d'articuler autre chose que « là, au rosier blanc ». Nous le suivîmes, Poirot et moi, à travers les allées humides, et là, au pied du grand rosier planté au centre de la roseraie, un spécimen ancien, réputé pour ses fleurs d'un blanc pur, gisait Hugo Valancourt. Il était étendu sur le dos, les bras légèrement écartés, les yeux ouverts, mais sans regard. La lame, encore fichée dans sa poitrine, n'avait laissé place à aucun doute. La mort avait été brutale, immédiate. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je connaissais peu Hugo, mais la froideur de son corps, encore vêtu de son costume de bal, avait quelque chose d'infiniment dérangeant. Poirot s'agenouilla lentement, sans toucher au cadavre, les mains croisées dans son dos. « Il ne s'est pas débattu, dit-il. Pas de trace de lutte. Il connaissait celui, ou celle qui l'a approché. Et voyez, Hastings. » Il désigna un objet posé tout près du cadavre. Un éventail brisé. Et un peu plus loin, une feuille de papier froissée, dont un coin dépassait d'un lit de pétales. Je compris alors que la fête n'avait été que le prélude. Le véritable drame venait de commencer. L'objet qui gisait aux pieds du mort n'était autre que l'éventail de nacre, celui-là même qui avait éveillé la curiosité de Poirot la veille. Mais à présent, il n'avait plus rien d'élégant. Ses lamelles étaient fendues.
la soie qui les reliait arrachée, comme si un geste de colère ou de panique l'avait réduite en morceaux. « Intéressant, » murmura Poirot. « Il a été brisé volontairement, et non par accident. Voyez la cassure nette, ici. Une volonté derrière le geste, Hastings, une intention. L'éventail voulait dire quelque chose, et il a été réduit au silence. » Il se pencha ensuite vers la lettre. Je l'aidai à la déplier du bout des doigts, sans déplacer quoi que ce soit d'autre. Le papier était jauni, froissé, comme s'il avait dormi longtemps dans une boîte oubliée, avant d'être brutalement exhumé. L'encre avait légèrement bavé, mais une ligne restait lisible. Elle n'a jamais volé quoi que ce soit. C'était une vengeance. Signé M.L. M.L. soufflai-je. Marguerite Lacoste, dit Poirot sans détour, le nom chuchoté hier soir. Voici donc ce que notre assassin a voulu glisser dans la mise en scène. Une accusation inversée, un nom oublié et un objet brisé. Je le regardais, stupéfait. Vous pensez que tout cela est calculé? Hastings, un meurtre passionnel n'est pas une mise en scène. Or ici, nous avons du théâtre, et chaque accessoire a été posé avec soin. Ce n'est pas une colère, c'est un message. Je n'ai jamais été particulièrement sensible aux parfums floraux, mais ce matin-là, quelque chose me frappa immédiatement. L'odeur des roses blanches était trop présente, comme si l'air tout entier en était saturé. Je fis part de mon impression à Poirot, qui hocha lentement la tête. « Vous avez raison, Hastings, c'est une odeur douce, mais aujourd'hui elle semble presque entêtante. Cette senteur, si naturelle à première vue, devient obsédante lorsqu'elle accompagne la mort. » Il s'approcha d'un buisson voisin, cueillit un pétale, le frotta doucement entre ses doigts gantés. Fraîchement arrosé, pourtant il n'a pas plu cette nuit. Et voyez là, cette humidité, elle n'est pas due à la rosée. Je me penchai à mon tour. Vous croyez que quelqu'un aurait volontairement humidifié les fleurs? Peut-être pour renforcer leur odeur, peut-être pour évoquer un souvenir. Il y a des gens, Hastings, qui tueraient pour une mémoire. L'odeur, voyez-vous, est ce qui reste le plus longtemps dans l'esprit. Je ne répondis rien, mais dans ce jardin baigné de lumière pâle, les roses n'avaient non plus rien de romantique. Elles semblaient garder le silence d'un témoin muet, trop muet pour être innocent. Lady Valencourt, avertie en urgence, apparut une vingtaine de minutes plus tard, dans le jardin, drapée dans un manteau de laine gris-perle, les traits tirés, mais le port toujours altier. Poirot s'inclina brièvement, puis, avec la courtoisie qui le caractérisait, lui prit doucement le bras. « Madame, je vais vous demander un service peu commun. Il faut, pour quelques heures encore, que nous gardions le silence. » Le silence. Mais un homme vient d'être assassiné. « Justement, » dit-il avec calme, « c'est dans les heures suivantes un crime que les masques se fissurent, que les réflexes trahissent. Si la gendarmerie intervient maintenant, les invités se raidiront, se mettront sur leur garde. Laissez-moi les observer encore un peu. » Elle hésita, visiblement partagée entre l'instinct social et la peur de la vérité. Puis elle hocha la tête. « Vous avez jusqu'à ce soir, monsieur Poirot. Ce sera suffisant. » Elle tourna les talons, droite malgré la fatigue, et laissa Poirot seul, les mains jointes dans le dos, face au manoir. Il nous faut remonter la Seine, Hastings, revenir à l'instant où ce jardin a cessé d'être un lieu de paix. Et pour cela, nous devons empêcher les mots trop prompts de détruire les gestes silencieux. Le mensonge, souvent, parle trop vite. La nouvelle du meurtre s'était répandue plus vite qu'un feu d'herbe sèche. Les invités, bien que sommés de rester discrets, formaient déjà de petits groupes dans les salons, les couloirs, parfois dans les escaliers,
chuchotant avec une frénésie fébrile. Et malgré l'absence de sang visible, le manoir entier semblait saigner d'une certaine forme de paix. Je parcourais les lieux, saluant les regards fuyants, les sourires crispés, les poignées de main froides. Tous, à leur manière, tentaient de préserver une façade de décence. Mais sous cette façade, combien de vérités tremblaient déjà. Dans la bibliothèque, Élise Vaillancourt, blême, pianotait sans conviction quelques notes mineures. Dans le petit salon, le neveu, dont le nom m'échappait encore, feuilletait un ouvrage sans tourner les pages. Monsieur Durand, lui, était introuvable. Poirot, quant à lui, allait de l'un à l'autre sans poser de questions directes. Il se contentait d'observer. Un froncement de sourcils, ici. Une tasse posée trop vite là. Un silence, au mauvais moment. La peur, Hastings, n'est pas toujours celle de la justice, me dit-il à voix basse. Parfois, c'est la peur du souvenir qui fait le plus vaciller les hommes. Et je compris alors que la véritable enquête ne commençait pas dans les faits, mais dans les âmes. Ce fut dans l'après-midi, alors que le soleil montait doucement au-dessus de la mer, que je saisis, moi aussi, quelque chose d'indéfinissable dans l'air. Pas un détail tangible, pas un mot entendu, mais une impression profonde, presque physique, d'un malaise latent. Je surpris une discussion chuchotée entre deux jeunes invités, vite interrompue à mon approche. J'observais un regard échangé entre Élise et la gouvernante, qui contenait trop de signification pour n'être qu'un banal échange. Et dans le salon des portraits, je vis lady Vaillancourt fixer longtemps le visage peint de son défunt mari, sans prononcer un mot. « Poirot, dis-je, je crois que vous aviez raison. Il y a ici quelque chose qu'on ne veut pas dire. » Il acquiesça, le regard fixé sur le grand escalier. Le crime, Hastings, n'est jamais totalement inattendu. Il germe dans l'ombre, et ici, il y a une ombre collective, une sorte de pacte silencieux, comme si tous avaient vu ou su, mais choisi de ne pas voir. Et que faisons-nous contre le silence? Il eut un sourire mince. Nous l'écoutons. Car parfois, mon ami, ce ne sont pas les mots, mais les absences qui trahissent les coupables. Nous trouvâmes Élise Vaillancourt, dans le petit salon de musique, les doigts posés sur les touches d'un piano muet. Le silence qui régnait autour d'elle était si dense qu'il semblait absorber la lumière. Poirot, sans un mot, s'installa face à elle, les mains croisées sur ses genoux. Je restai debout, un peu en retrait, témoin volontaire de cette scène étrange. « Mademoiselle Vaillancourt, » commença Poirot doucement, « votre frère est mort, et tout ici semble suggérer qu'il ne s'agit pas d'un accident. » Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restèrent fixés sur le clavier, et lorsqu'elle parla enfin, sa voix était si faible qu'il fallait tendre l'oreille. Hugo n'était pas un homme facile. Cela ne fait pas de lui un homme que l'on tue, répliqua Poirot d'un ton neutre. Elle soupira, puis détourna enfin le regard de l'instrument. Vous ne comprenez pas. Dans cette maison, les choses ne se disent pas. Elles s'insinuent, s'étouffent, jusqu'à devenir insupportables. Poirot incline la tête. Et vous, mademoiselle, qu'avez-vous supporté? Un silence. Puis, presque en tremblant. Trop. Je crus voir une larme menacée, mais elle se ravisa. Je ne l'ai pas tué, monsieur Poirot. Mais je ne suis pas certaine d'être triste non plus. Elle se leva et quitta la pièce sans un mot de plus. Poirot resta quelques secondes immobile, puis se tourna vers moi. « Hastings, voici une femme blessée, et dans la blessure, il y a toujours un soupçon de vérité. » Je retrouvai M. Durand un peu plus tard, dans l'orangerie, occupé à faire tourner entre ses doigts un rameau de lavande, l'air pensif. Je l'abordai sans détour, pressé d'en savoir plus sur son rôle exact dans cette affaire.
Vous semblez bien au fait des secrets de cette maison, monsieur Durand. » Il eut un sourire énigmatique. « Disons que je connais certaines ombres plus anciennes que d'autres. Et ce nom, Marguerite Lacoste, vous dit-il quelque chose ?» Il suspendit son geste, et un bref silence s'installa. « Cela dépend, capitaine Hastings. Ce nom, on ne le prononçait plus ici depuis longtemps. Elle faisait partie du passé, mais certains passés ne meurent pas vraiment. » Je fronçai les sourcils. « Vous parlez d'elle comme si vous l'aviez connue. » Il détourna le regard vers les vitres embuées. « Il y a longtemps, j'étais jeune et très observateur. » Il me fixa soudainement. « Croyez-moi, capitaine, ce meurtre n'est pas une rupture, c'est une suite logique, une vieille dette qu'on a voulu solder dans le sang. » Je tentai d'en tirer davantage, mais il se contenta de me saluer avec froideur et s'éloigna. Je rejoignis Poirot quelques instants plus tard, troublé. « C'est un homme qui cache beaucoup, » dis-je. « C'est un homme, » répondit Poirot, « qui connaît trop bien les choses qu'il ne devrait pas savoir. » Nous convoquâmes ensuite Madame Lefranc, la gouvernante de la maison, depuis plus de 30 ans. Une femme mince, droite, au regard fixe et au parler précis. Elle entra dans la pièce, comme on entre dans une chapelle, avec réserve, mais sans peur. Poirot la salua respectueusement. « Madame Lefranc, vous avez servi cette maison toute votre vie. Vous devez savoir ce que même les murs ignorent. » Elle eut un sourire fin. « Monsieur Poirot, un bon domestique ne sait que ce qu'il faut, et il oublie le reste. Mais parfois, ce que l'on oublie revient, n'est-ce pas ?» Un frémissement, imperceptible, passa dans son regard. « Vous parlez de mademoiselle Lacoste ?» Poirot acquiesça. « Elle n'a jamais été une voleuse, » dit-elle calmement. « Et pourtant, elle est partie comme une coupable. Le maître, monsieur Valencourt, père, a été sévère. » Je perçus dans cette hésitation quelque chose de contenu, non pas de la rancune, mais une douleur ancienne que les années n'avaient pas effacée. « Et votre loyauté ?» demandai-je. Elle me fixa sans faillir. « Elle est restée ici, avec ceux qui avaient besoin de silence, plus que de vérité. » Poirot la laissa partir sans ajouter un mot. Lorsqu'elle referma la porte, il se tourna vers moi. « Cette femme sait, mais elle ne parlera que lorsque la maison elle-même n'aura plus rien à cacher. » Le neveu, un certain Gérald de Valencourt, nous attendait dans le fumoir, assis dans un fauteuil-club, les jambes croisées, une cigarette presque intacte entre les doigts. Il nous accueillit avec un calme fin qui trahissait une préparation mentale. Il savait qu'on viendrait à lui. « Messieurs, » dit-il, « vous venez pour les soupçons, n'est-ce pas? Épargnons-nous les détours. » Poirot ne sourit pas. « Vous étiez proche d'Hugo ?» Il haussa une épaule. « Cousins, certes, mais tout dans cette maison nous séparait. Il avait l'héritage, j'avais l'intelligence. » Poirot pencha légèrement la tête. « Voilà une opposition bien dangereuse. Je n'ai pas tué Hugo, si c'est ce que vous voulez entendre. Mon alibi est simple. Je jouais au billard, avec 2 invités à l'heure présumée du crime. Ils pourront confirmer. Et votre intérêt à sa disparition? Un rictus. J'en ai, évidemment. Mais de là à égorger mon propre sang au pied d'un rosier, je préfère les héritages légaux. Lorsque nous le quittâmes, je soufflai à Poirot. Il est cynique, mais probablement innocent. Ou alors très entraîné à faire semblant de l'être, répondit Poirot. L'ambition, Hastings, n'a pas toujours besoin de haine. Parfois, elle agit par opportunité. Ce fut en reprenant l'éventail brisé, soigneusement conservé dans un coffret par Poirot, que l'évidence nous frappa. Ce n'était pas un objet quelconque, mais un objet de mémoire, presque de deuil.
Poirot le fit tourner dans ses mains gantées, examina les motifs floraux, l'inscription gravée sur l'un des brins en nacre M.L. « Marguerite Lacoste », dit-il, pensif. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une présence. Cet éventail était à elle, il a été conservé, dissimulé, puis réintroduit ici comme un rappel douloureux. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi au bal? Parce que le bal, mon ami, était le théâtre, et dans un théâtre, on fait remonter les fantômes. Marguerite est le fantôme de cette maison. Je me tus un instant, puis soufflai. Vous croyez qu'il s'agit d'une vengeance posthume? Non, Hastings, il s'agit d'une mémoire qui refuse d'être enterrée. Et quelqu'un ici l'a ravivée, pour se venger, ou pour alerter. L'éventail n'est pas une preuve, c'est une clé. À cet instant, tout le dossier prenait une nouvelle tournure. L'enquête ne portait plus seulement sur Hugo Vaillancourt, mais sur une femme disparue, et sur ceux qui, aujourd'hui, vivaient encore dans le silence qu'on avait construit autour de sa chute. Le nom de Marguerite Lacoste, prononcé une première fois à demi-mot par Élise, n'avait cessé depuis de hanter les couloirs du manoir comme une brume ancienne. Ce prénom, si doux, si français, presque poétique, revenait dans les discussions les plus anodines, toujours accompagné d'un silence prudent, d'un regard baissé, d'une esquive. Poirot, fidèle à sa méthode, ne s'attarda pas dans les salons, mais descendit au cœur de la maison, là où les domestiques, la mémoire vivante des lieux, circulaient avec leurs secrets bien repassés et leur loyauté encore plus rigide que leurs uniformes. Nous parlâmes avec la lingère, une femme sèche au visage pincé, qui baissa la voix à l'évocation de Marguerite. Elle avait les mains fines, dit-elle, trop fines pour le travail, mais un cœur sincère, ça oui. Le majordome, quant à lui, resta vague. Ce nom, Monsieur Poirot, appartient à un autre temps. Poirot nota, dans un carnet minuscule, chaque détail, chaque hésitation, puis il s'intéressa aux archives de la maison, conservées dans une pièce basse, à l'odeur de cire et de renfermé. Des registres de personnel, des lettres de recommandation, des contrats d'embauche jaunis par le temps. C'est là qu'il trouva mention de Marguerite Lacoste, engagée en 1909 comme dame de chambre, puis rayée brusquement du registre en 1912. Aucune annotation, aucun motif, juste une absence. « Hastings, » dit Poirot, en refermant le registre, « les absences sont les mensonges les plus bavards. Ce que cette maison a effacé, je vais le faire réapparaître. » Et dans son regard, je vis briller non la satisfaction du déducteur, mais la tristesse du justicier. Nous retournâmes à la bibliothèque, où Poirot demeura longtemps silencieux. Ses doigts caressèrent la couverture en cuir d'un ouvrage ancien, mais je savais que son esprit était ailleurs, dans les recoins oubliés d'un passé que personne ne souhaitait réellement exhumer. « Hastings, » me dit-il enfin, « imaginez une jeune fille pauvre, sans famille, servante dans une maison bourgeoise, accusée d'un vol qu'elle n'a pas commis. Et maintenant, imaginez qu'on lui refuse même la possibilité de se défendre. Vous pensez qu'elle a été piégée? Non seulement piégée, mais sacrifiée. » Il se leva brusquement et appela Madame Lefranc. La gouvernante, bien que surprise, revint dans la pièce, droite, comme à son habitude. « Dites-moi la vérité, madame, » dit Poirot sans détour. « Que s'est-il réellement passé avec Marguerite Lacoste ?» Elle demeura figée, puis s'assit. Ce simple geste trahissait l'effondrement d'un poids trop longtemps porté. Elle n'avait rien volé. Elle avait été surprise dans le bureau. À lire une lettre, le maître l'a accusée de vouloir s'emparer de secrets de famille. Il a hurlé, menacé. Elle n'a rien dit. Le lendemain, elle était partie. « Partie ?» demanda Poirot. « On l'a retrouvée dans le bassin de la Serre.
Sa robe flottait comme une algue. Elle tenait un mouchoir contre sa bouche. Je me tournai vers Poirot, bouleversé. Et cela n'a jamais été dit. Le maître a ordonné le silence, et tous, ici, ont obéi, moi la première. Poirot s'approcha d'elle avec douceur. Le silence, madame, est parfois un crime plus cruel que le mensonge. En fin d'après-midi, Poirot demanda à parler de nouveau à Élise. Elle nous attendait dans la véranda, un châle sur les épaules, le regard tourné vers la mer. Je notais, dès notre arrivée, la tension nerveuse de ses mains qui jouaient avec le fermoir de son collier. « Vous savez, dit-elle avant même que Poirot ne prenne la parole, j'ai entendu la vérité quand j'étais enfant. » Poirot s'assit face à elle, son regard aussi doux que ferme. « Parlez-moi de ce que vous avez su. » Marguerite n'était pas qu'une servante. Elle était amoureuse de mon père. Et lui, je ne sais pas. Il était dur, secret. Il a prétendu qu'elle avait volé une lettre. En vérité, je pense qu'elle avait découvert quelque chose d'important. Et vous, mademoiselle, que ressentiez-vous envers elle? Admiration, envie, et après sa mort, une culpabilité qui ne m'a jamais quitté. Elle prit une longue inspiration. Quand j'ai retrouvé l'éventail, caché dans une boîte à musique que ma mère m'avait laissée, j'ai compris que Marguerite voulait qu'on se souvienne d'elle. Alors je l'ai sortie, je l'ai laissée là, dans le salon. « Pour alerter ?» demanda Poirot. « Pour réveiller la honte, oui. Mais je n'ai pas tué Hugo, même si je l'ai haï parfois. » Poirot hocha la tête. « Je vous crois, mademoiselle, mais rappelez-vous ceci. Un souvenir manipulé peut devenir une arme, et celui qui s'en sert n'a pas besoin de colère, seulement de stratégie. » Nous étions de retour dans le bureau où Poirot avait placé sur le secrétaire l'éventail brisé comme une relique sacrée. Il l'examinait avec une minutie silencieuse, laissant courir ses doigts sur les motifs écaillés, les charnières méfêlées, les traces d'usure presque invisibles. « Hastings, cet objet est plus qu'un souvenir. Il est une preuve de vie, et peut-être une preuve de mort. » Je le regardais, intrigué. Une preuve de mort, oui, le symbole d'un destin brisé. Marguerite Lacoste a disparu dans le silence, mais son éventail est revenu, dans la lumière d'un bal masqué. Cela ne peut pas être un hasard, c'est un message. Il prit une loupe et observa un petit détail sur l'un des brins en nacre. Un chiffre presque effacé, gravé à la main. 14 juillet 1912. La date de sa mort supposée, murmura-t-il. Je me penchai à mon tour. C'est donc bien le sien? Sans aucun doute. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement son origine, c'est sa destination. Qui l'avait? Où était-il pendant toutes ces années? Qui l'a ressorti? Et pourquoi maintenant? Je restais silencieux. Ce simple objet, jadis élégant et fragile, semblait porter avec lui toute la douleur d'une mémoire rejetée. Il avait traversé le temps comme un témoin muet, pour réapparaître au cœur d'un nouveau drame. « Hastings, dit Poirot, en refermant doucement l'éventail, il n'y a rien de plus dangereux qu'un passé qu'on croit enterré, car il pousse, en secret, comme une racine vénéneuse, et parfois, il perce la surface, au pire moment. » Ce fut dans la fin d'après-midi, alors que le manoir baignait dans une lumière dorée presque trompeuse, que madame Lefranc revint vers nous, de son propre chef. Je la vis approcher lentement, les mains croisées sur son tablier, le regard plus brisé que jamais. Elle se tenait droite, comme à son habitude, mais quelque chose dans ses traits, dans son silence même, avait cédé. « Monsieur Poirot, puis-je vous parler en privé ?» Poirot lui fit signe d'entrer dans le petit salon. Je m'apprêtais à me retirer, mais elle m'arrêta d'un geste doux. « Non, capitaine, vous pouvez rester,
Vous êtes, je crois, un homme qui s'est écouté sans juger. » Elle s'assit, très lentement. Puis dans un souffle, les mots sortirent, au début brisés, puis de plus en plus fluides. Marguerite était ma fille, je crus mal entendre. Poirot, lui, ne réagit pas. Il incline simplement la tête, comme s'il savait depuis toujours. J'ai eu cet enfant hors mariage. Dans ma jeunesse, mon employeur de l'époque m'a congédié. On m'a conseillé de la placer dans une famille d'accueil, mais je n'ai pas pu. Je l'ai gardée, en secret. Et quand j'ai été engagé ici, je l'ai fait venir, en tant que domestique. Personne ne devait savoir, surtout pas les Vaillancourt. Ses mains tremblaient à présent. Quand elle a été accusée, j'ai voulu parler. J'ai supplié le maître. Il a menacé de tout révéler. J'ai eu peur. Je me suis tue. Elle est partie. Et je ne l'ai plus jamais revue, vivante. Poirot s'approcha, lentement, et lui tendit un mouchoir blanc. « Vous avez porté ce fardeau toute votre vie, madame. Mais aujourd'hui, la vérité vous rend votre nom, et elle rend à Marguerite un peu de sa lumière. » Elle fondit en larmes, des larmes longues, silencieuses, presque dignes. Ce n'était pas une scène, c'était une libération, celle d'une femme qui avait trop longtemps cru que le devoir exigeait l'oubli, et qui découvrait, trop tard, que le silence était le plus cruel des renoncements. La nuit était tombée sur le manoir, lourde et opaque, comme un couvercle posé sur une marmite prête à déborder. La maisonnée s'était retirée dans un silence que je n'osais troubler. Dans la bibliothèque, seule brillait une lampe à abat-jour, projetant une lumière dorée sur les rayonnages endormis. Poirot, assis à sa table de lecture, les mains croisées sous le menton, ne bougeait pas. Cela faisait plus d'1 heure qu'il n'avait dit un mot. Il m'impressionnait, dans ces moments-là, par sa capacité à entrer dans une sorte de bulle intellectuelle, comme si chaque pensée était une pièce de puzzle que lui seul savait manipuler. « Hastings, dit-il enfin, cette affaire n'est pas un simple meurtre, c'est un arrangement, une orchestration soigneusement construite sur des années de silence. » Je ne répondis pas. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant le portrait du patriarche Vaillancourt. Cet homme a déclenché un mécanisme qui s'est refermé sur son propre sang, et dans les rouages, quelqu'un s'est glissé pour ajuster la trajectoire. Il prit un carnet, relut ses notes et ajouta doucement : « Nous avons dans cette maison une mère silencieuse, une fille tourmentée, un neveu trop calme, un homme au passé masqué, et un éventail brisé qui a parlé à la place des morts. » Il se tourna vers moi, ses yeux noirs brillants d'intuition. « Il est temps, Hastings, le voile va tomber. » Le lendemain matin, Poirot convoqua M. Durand dans la même bibliothèque où, la veille, les pensées avaient tourné comme des constellations muettes. Je m'assis à distance, un carnet à la main, curieux d'observer cet homme dont la présence, depuis le début, m'avait troublé. « Monsieur Durand, » dit Poirot sans préambule, « vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. » Durand ne répondit pas. Il se contenta de croiser les bras, les lèvres serrées, comme un homme qui attend la tempête. « Vous n'êtes pas ici pour le bal, ni par hasard. Vous êtes ici parce que ce lieu contient une vérité que vous n'avez jamais acceptée. Vous êtes ici parce que vous portez un nom que vous avez appris à dissimuler. » Il sortit de sa poche une copie de l'acte de naissance, retrouvée dans les archives de la commune. Poirot l'avait demandé la veille, en toute discrétion. Henri Lacoste, né en 1912, fils de Marguerite Lacoste, abandonné à la naissance, famille d'accueil à Lisieux, adulte devenu enseignant, puis journaliste, enfin, Durand. Le silence se fit pesant. Puis, lentement, la voix de l'homme se brisa. « Oui, dit-il, c'est moi, je suis son fils,
Je fus saisi. L'émotion sur son visage était réelle, celle d'un homme fatigué d'un combat trop long. Je suis revenu parce que je voulais comprendre. J'ai retrouvé son nom, son souvenir, et j'ai compris ce qu'il lui avait fait, ce qu'il lui avait pris. Poirot hocha lentement la tête. Et vous avez voulu remettre la vérité au centre du bal, sans tuer. Jamais je n'aurais levé la main sur quiconque, monsieur Poirot. Je voulais juste que son nom réapparaisse. Et pour la première fois, je vis en cet homme non un manipulateur, mais un orphelin. Nous étions restés dans un silence grave après cette confession. Poirot, toujours aussi maître de lui, s'assit sans dire mot, les yeux clos un instant, comme pour peser le poids des âmes en présence. « Monsieur Lacoste, reprit-il enfin, vous avez voulu réveiller la mémoire de votre mère, et vous avez réussi. Mais votre méthode, bien que subtile, a précipité un drame. Je sais, répondit-il d'une voix rauque. Quand Hugo a été tué, j'ai cru que c'était moi qu'on allait accuser. J'ai caché l'éventail un moment, je l'ai repris, j'ai hésité, mais je n'ai jamais levé la main sur lui. Poirot incline la tête. Vous êtes revenu avec l'éventail, l'objet qu'elle avait gardé jusqu'au bout. Vous l'avez montré, déplacé, laissé voir. Vous avez semé une mémoire, mais vous ne saviez pas que d'autres y verraient un outil. Je voulais une vérité, pas un cadavre. Il se leva, et dans son regard brillait une sorte de dignité douloureuse. Elle est morte dans l'oubli. Je ne voulais pas que son nom meure avec elle. Poirot, ému mais réservé, tendit la main. Vous avez réveillé une mémoire. Ce n'est pas un crime, mais sachez que d'autres ont vu dans votre geste une opportunité. Je compris alors que l'ombre de Marguerite avait été réveillée par amour, mais que c'est la haine d'un autre qui avait saisi le couteau. Dans l'heure qui suivit, Poirot me demanda d'appeler Gérald de Vaillancourt. Le jeune homme entra dans la bibliothèque, confiant, presque arrogant. « Encore moi » lança-t-il avec un sourire. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il disposa devant lui plusieurs objets. L'éventail, la lettre froissée, une montre arrêtée à 23h18 et un petit mouchoir blanc, taché d'un liquide rosé. « Gérald, dit-il calmement, vous êtes un homme intelligent. Vous avez vu revenir un fantôme que vous ne compreniez pas. Vous avez vu un objet circuler, et vous l'avez utilisé. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Le meurtre d'Hugo n'a pas été passionnel. Il a été opportuniste. Vous saviez qu'il était seul dans les jardins. Vous saviez que l'éventail jetait la suspicion sur Élise. Vous avez agi sans bruit. Un silence. Puis, Gérald se leva brusquement. C'est absurde, j'étais au billard. Faux. La montre retrouvée sur vous était cassée. Elle indique l'heure exacte du meurtre, et ce mouchoir taché. Ce n'est pas du vin, mais du parfum renversé, celui que portait Élise. Vous avez voulu simuler sa présence. Son visage se décomposa. Vous ne pouvez rien prouver, murmura-t-il. Je n'en ai pas besoin, dit Poirot en se levant. Votre conscience vous fera avouer. Et comme s'il répondait à une injonction muette, Gérald recula d'un pas, puis s'effondra sur le canapé. Il allait tout changer dans le testament, tout. Il n'avait pas le droit. Et dans ce cri, la vérité surgit nue. Alors que Gérald était conduit à l'écart par le majordome, pâle et désorienté, je restai un moment seul avec Poirot. L'air semblait plus lourd, comme si le manoir lui-même retenait son souffle après le choc de la vérité. Je regardais l'éventail sur la table, cet objet si fragile devenu arme de manipulation. C'était donc un leurre, Poirot acquiesça. Un leurre parfait. Gérald a vu en lui la possibilité d'égarer l'enquête, un symbole fort, relié à une femme au passé trouble, manipulable à souhait. Il n'a eu qu'à s'en emparer et à le disposer près du corps. Et tout le monde a soupçonné Élise.
évidemment. La sœur fragile, mystérieuse, en conflit avec son frère. Il savait que les apparences feraient le reste. Et Durand, utilisé, malgré lui, il a réveillé un passé que Gérald a instrumentalisé à ses propres fins. Je demeurais songeur. Tout est parti de la mémoire d'une femme, et s'est terminé dans le calcul froid d'un héritier jaloux. Poirot referma doucement l'éventail, puis le posa sur le bord de la fenêtre. Les objets, Hastings, ne mentent jamais. Ce sont les hommes qui leur prêtent des intentions. Celui-ci portait la mémoire d'une injustice, et c'est dans cette mémoire que le meurtrier a vu sa chance. Il se tourna vers moi, mais ce que l'on croit utiliser peut finir par nous trahir. Et tandis que les ombres du soir s'allongeaient, je sentis que l'enquête approchait de sa fin, mais que certaines vérités, elles, ne cesseraient jamais de parler. Le salon d'apparat du manoir Vaillancourt, avec ses dorures fanées et ses tapisseries étouffées, accueillait ce soir-là une réunion qui n'avait rien de mondain. Les invités, assis ou debout, formaient un cercle discret autour de Poirot. Chacun gardait le silence, comme si le moindre mot aurait pu briser un équilibre fragile. Le lustre, suspendu au-dessus de nos têtes, projetait une lumière pâle, presque lunaire, sur les visages tendus. Élise, droite comme une flamme, gardait les yeux rivés sur ses genoux. Lady Vaillancourt s'était assise, digne, un voile clair sur les cheveux. Monsieur Durand, alias Henri Lacoste, semblait déjà ailleurs. Et Gérald, le neveu, affichait une expression d'assurance crispée. Poirot se tenait debout, les mains croisées dans le dos, le regard lentement posé sur chacun d'eux. « Mes amis, dit-il enfin, si je vous ai réunis ce soir, ce n'est pas par goût du théâtre, mais parce qu'il est temps que la vérité éclaire ce que le clair de lune a permis de masquer. » Il fit une pause. Un silence dense suivit ces paroles. Le meurtre d'Hugo Vaillancourt n'est pas un acte isolé. C'est l'aboutissement logique d'une chaîne de fautes, de silences et de souffrances anciennes. Et moi, debout derrière lui, je sentais déjà que les murs du manoir, eux aussi, écoutaient. Poirot s'avança de quelques pas et posa sur la table centrale une série d'objets. L'éventail de nacre, le mouchoir taché de parfum, la lettre froissée et la montre arrêtée. Il les désigna l'un après l'autre avec cette solennité naturelle qui, chez lui, n'avait rien de théâtral, mais tout de la justice. « Ce que nous avons ici, déclara-t-il calmement, ce sont des fragments de mémoire, de stratégie et de mensonges. L'éventail appartenait à Marguerite Lacoste, une femme dont l'existence a été volontairement effacée, mais dont le nom a ressurgi au cœur de ce bal. » Il se tourna vers Élise. « Vous, mademoiselle, avez tenté de lui rendre hommage, de la faire exister à nouveau dans cette maison, mais vous n'avez tué personne. » Il se tourna ensuite vers Monsieur Durand. « Vous, Monsieur Lacoste, avez cherché la vérité, non la vengeance. Vous avez agi dans l'ombre, en espérant qu'un symbole parlerait pour vous. Il l'a fait, mais pas comme vous l'imaginiez. » Puis il s'approcha de Gérald. « Et vous avez vu l'ouverture, une tension ancienne, un objet troublant, une sœur fragile. Vous avez saisi l'occasion de tuer, et vous avez maquillé votre crime avec une précision froide, mais vous avez oublié que les objets, eux, n'ont pas d'intention. Ils disent ce qu'ils sont. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ce n'est pas le passé qui tue, monsieur. Ce sont ceux qui s'en servent comme arme. » Et l'on sentait dans la pièce un effondrement discret, comme si les murs eux-mêmes s'affaissaient sous le poids de la révélation. À cet instant, Gérald se redressa, comme pour contester, mais aucun mot ne sortit. Son regard, d'abord hautain,
devint fuyant, puis vitreux. Il balaya la pièce des yeux, comme cherchant un soutien, une complicité, mais personne ne broncha. Même Lady Vaillincourt, sa tante, restait immobile, le regard figé, dans une forme de stupeur glacée. « Vous ne comprenez pas », finit-il par dire. Hugo, il allait tout détruire. Il avait vu le testament de notre grand-père. Il voulait le faire annuler. Il comptait tout donner à Élise. Elle l'ignorait, bien sûr, mais lui, il ne me laissait aucune place. Poirot ne montra ni surprise, ni pitié. « Alors vous avez fait ce que font les faibles lorsqu'ils se croient intelligents. Vous avez frappé dans le dos, puis maquillé le crime avec les éléments que d'autres avaient mis en lumière pour d'autres raisons. » Gérald chancela. Il porta les mains à son visage, les yeux soudain rougis. « Je ne voulais pas vraiment. Je croyais que ça passerait pour un acte de folie ou une querelle. Mais quand j'ai vu l'éventail, j'ai compris que je pouvais m'en servir. » Un silence, puis la voix calme de Poirot. « Et ce fut votre erreur, car un symbole emprunté ne dit jamais ce que vous voulez, il dit ce qu'il contient. Alors Gérald, les épaules courbées, s'effondra sur le fauteuil de velours. Plus de masque, plus de vernis. Juste un homme trop pressé d'hériter et incapable de porter le poids du secret. Lorsque le majordome, sur la demande de Poirot, conduisit Gérald hors du salon, le calme qui retomba sur la pièce n'avait rien d'apaisant. C'était un calme suspendu, comme après l'orage, celui qui ne rassure pas, mais qui laisse les âmes exsangues, vidées de leur tension. Lady Vaillincourt, droite sur son fauteuil, ne versait aucune larme, mais son visage exprimait ce que je n'oublierai jamais. Le visage d'une femme qui découvre que l'arbre qu'elle a protégé abritait, en silence, un poison lent. Monsieur Durand se leva, s'inclina légèrement et sortit sans un mot. Élise demeura immobile, les mains croisées, le regard perdu dans la contemplation de l'éventail fermé, posé sur la table. Je m'approchai d'elle. « Vous allez rester ici ?» Elle hocha la tête, lentement. « J'ai été faible, capitaine Hastings. J'aurais dû parler plus tôt. Mais j'étais enchaîné à la mémoire de mon père, à son regard. J'avais peur de salir la légende. »« Vous ne l'avez pas salie, mademoiselle, » dis-je doucement. « Vous l'avez éclairée. » Poirot, qui avait écouté en silence, s'approcha à son tour. « La mémoire, mademoiselle, n'est pas un monument. C'est un jardin. Elle se cultive, et parfois, il faut arracher les mauvaises racines pour que les fleurs repoussent. » Puis il se tourna vers moi. « Hastings, nous avons vu un crime maquillé avec des souvenirs. Et nous avons vu des souvenirs vengés par le mensonge. » Je hochai la tête. « Et maintenant ?» Il regarda la lune qui filtrait à travers la verrière. « Maintenant, la maison est libérée. Mais ce genre de liberté ne vient jamais sans prix. » Et dans le silence retrouvé du salon, je compris que ce n'était pas la mort d'Hugo qui avait libéré le manoir, mais celle du mensonge. Nous marchions en silence, Poirot et moi, dans les allées encore humides du jardin. L'aube pointait à peine, peignant les buissons d'une lumière pâle et rosée, comme si la nature elle-même hésitait à commencer ce nouveau jour. Le parfum discret de la terre, des pétales froissés par la rosée, me semblait presque réconfortant après les heures sombres que nous venions de traverser. Poirot, les mains jointes dans le dos, avançait avec une lenteur méditative. Aucun mot ne s'échappait de ses lèvres, mais je savais que sa pensée n'était pas au repos. Ses yeux observaient non pas les fleurs, mais le tissu invisible des souvenirs qu'elle semblait porter. « Une nuit étrange, n'est-ce pas, mon ami ?» dit-il enfin, rompant doucement le silence. « Une nuit où les fantômes ont parlé et où les vivants ont écouté. » Je hochai la tête. L'air était frais, presque purifié. Il y avait dans ce matin quelque chose de plus qu'un simple lever de soleil.
une forme d'apaisement que je n'aurais su expliquer. Le jardin paraît différent, dis-je, comme s'il avait été débarrassé d'un poids. Il l'a été, Hastings, un jardin, comme une maison, garde en lui les secrets qu'on y enfouit. Mais lorsqu'un secret est exhumé avec justesse, alors il peut redevenir terre et nourrir autre chose. Nous nous arrêtâmes devant le vieux rosier blanc, silencieux. Là, la lumière tombait avec une douceur inhabituelle, et bien que je ne pusse l'expliquer, je ressentais que ce lieu était désormais un lieu de mémoire et non de tourment. Alors que nous restions figés devant le rosier, un malaise que je ne m'étais pas autorisé à formuler jusque-là remonta en moi. Je tournai légèrement la tête vers Poirot, puis, avec une voix que je tentais de rendre posée, je dis « Ce qui me trouble, Poirot, ce n'est pas seulement le meurtre d'Hugo, c'est tout ce qui l'a précédé, cette Marguerite Lacoste, si longtemps oubliée, le poids du silence, l'humiliation, la honte, la solitude, et cette souffrance, transmise, de génération en génération. » Il ne répondit pas tout de suite. Il plissa légèrement les yeux, comme pour mesurer la portée exacte de mes paroles. « Vous mettez le doigt, mon ami, sur ce que bien peu osent regarder en face. Les crimes que nous jugeons sont rarement isolés. Ce sont souvent les fruits d'un arbre qu'on a laissé pourrir trop longtemps. C'est ce qui me dérange. Gérald est coupable, certes, mais n'est-il pas aussi l'héritier de tant de silence, de non-dits, de fautes que d'autres ont enterrées? Poirot incline la tête. Vous avez raison. La justice, telle que nous la rendons, est imparfaite. Elle juge l'acte, rarement l'histoire, mais cela ne l'empêche pas d'être nécessaire. Je poussai un soupir, et Élise et M. Lacoste, tous deux portaient des morceaux de cette douleur, et pourtant, ils n'ont pas franchi la ligne, parce qu'ils ont choisi la mémoire au lieu du châtiment, mais cela exige une force que tout le monde ne possède pas. Je gardais le silence. Le vent s'était levé, léger. Il portait, me semblait-il, une tristesse ancienne, mais aussi quelque chose de paisible, enfin. Poirot s'accroupit lentement près du rosier blanc. De sa poche intérieure, il tira un petit paquet soigneusement enveloppé dans un mouchoir de soie. Je reconnus aussitôt ce qu'il contenait, l'éventail, ce symbole de l'oubli, du malentendu, du chagrin muet, et de l'arme involontaire d'un meurtre. Il déplia le mouchoir avec soin, comme on dévoile un souvenir que l'on veut honorer. Puis il creusa la terre à la main, lentement, méthodiquement, à la manière si propre à sa personne. Aucun mot n'était nécessaire. Le geste, lui, parlait d'une éloquence profonde. Je m'agenouillai près de lui, muet. Il déposa l'éventail dans le creux ainsi formé, le manche orienté vers le tronc du rosier. « Pourquoi ici ?» soufflai-je enfin. « Parce que Marguerite aimait ce jardin. Parce qu'elle a été trahie ici, oubliée ici. Et parce qu'ici, enfin, elle doit reposer. Pas comme une victime, mais comme une femme à qui l'on rend justice. » Je demeurai ému par cette cérémonie silencieuse. Poirot recouvrit délicatement la cavité de terre, tapota avec respect, puis se releva. Ce n'est pas la justice des tribunaux, Hastings. C'est une justice plus lente, plus intime, une réparation, peut-être dérisoire aux yeux du monde, mais nécessaire aux yeux du cœur. Je fixai le rosier. Pensez-vous que cela suffira? Il hocha lentement la tête. Cela ne ramènera rien, mais cela empêchera que l'on oublie. Le silence revint, non pas pesant, mais dense. Un silence qui n'avait plus rien de menaçant, mais plutôt la texture d'un hommage. Dans ce geste simple, il y avait plus qu'un enterrement. Il y avait le refus de laisser le passé s'effacer sans reconnaissance. Et c'était peut-être cela, la véritable justice. Ne pas effacer, mais éclairer.
Nous reprîmes lentement notre marche à travers le jardin, tandis que la lune, encore suspendue au ciel, pâlissait devant l'arrivée timide du soleil. Le jour chassait la nuit, sans hâte, comme si la lumière elle-même avait compris qu'elle devait marcher doucement, en respect de ce qui venait de se jouer. Poirot marchait à mes côtés, silencieux. Puis il dit, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Il est étrange, n'est-ce pas, Hastings, que la vérité ait tant besoin d'ombre pour apparaître. » Je me contentais de l'écouter. Il poursuivit, « Nous croyons, en tant qu'enquêteurs, que notre travail est de chercher la lumière. Mais parfois, la lumière ne fait qu'éblouir. Elle efface les nuances, elle rend tout brutal, tandis que l'ombre, elle révèle les plis, les textures, les détails. Vous voulez dire que sans les douleurs, sans les non-dits, nous n'aurions rien vu? Exactement. Ce n'est pas le mensonge qui cache la vérité, c'est l'absence d'écoute. » Il s'arrêta. Nous étions revenus près de la grande serre, dont la verrière captait déjà les premières teintes du jour. Il se tourna vers moi. Ce bal, cette nuit, cet éventail. Autant d'illusions, autant de souvenirs. Et pourtant, chaque illusion nous a menés à la vérité. Une vérité douloureuse, certes, mais une vérité enfin éclairée. Je levai les yeux vers le ciel. Alors, tout cela en valait la peine? Poirot ferma les yeux un instant. Chaque vérité révélée, Hastings, même dans la douleur, est une victoire sur l'oubli. Puis il se remit en marche. Et moi, je restai un instant derrière lui, regardant le ciel devenir bleu pâle. Dans ce moment suspendu, entre nuit et jour, entre silence et parole, une phrase me traversa l'esprit, une phrase que je n'oublierai jamais. Même la lumière la plus douce peut révéler les ombres les plus profondes. Souhaitez-vous maintenant que je rédige une clôture narrative finale, avec questions morales, appel doux à commenter, liker, s'abonner, dans le style d'Agatha Christie? Parfois, il faut plonger dans les blessures du passé pour que la lumière y éclaire enfin le présent. Et vous, auriez-vous perçu le poids du silence derrière le parfum des roses? Si cette enquête vous a touché, laissez un commentaire, aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres amoureux de mystère. Car certains secrets ne fanent jamais. Ils s'enracinent doucement dans la mémoire.